Donc, ce que je vais dire va être décliné en trois parties. L'environnement comme nouvelle forme des rapports homme-nature, l'environnement et le développement durable, et l'environnement du global au local. Donc quelques définitions. Ce qui nous environne et de ce fait agit plus ou moins sur nous, de Virgo tourné autour. Environnement est plus couramment employé dans le sens de l'écologie, les éléments de la nature qui comptent dans la vie de l'individu, du groupe. Au sens étroit, il est donc environnement naturel, eau, air, végétation, sol, relief. Au sens large, l'environnement comporte non seulement des éléments naturels et des éléments matériels, mais des personnes, leurs activités, leurs relations, leur culture, leurs institutions. C'est tout ce qui nous entoure et agit sur nous, et cela s'analyse à plusieurs échelles. Après avoir disparu au début du XXe siècle, le mot environnement est réapparu sous la forme d'un anglicisme qui signifie l'ensemble des conditions naturelles, physiques, chimiques, biologiques, sociales et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. À ce titre, il est presque synonyme de la notion géographique de milieu. Utilisé officiellement en 1971 avec la création du premier ministère de l'Environnement en France, la notion a pris aujourd'hui une signification voisine de celle utilisée dans les sciences écologiques en y incluant les groupes humains. Plus récemment, en 1991, une distinction a été introduite par Lassus et Berck entre le terme paysage et celui d'environnement afin de faire cesser la confusion entre la notion de paysage utilisée dans les sciences de l'écologie du paysage et celle développée en géographie culturelle. Un rapport socialement et culturellement construit à l'espace et à la nature. L'environnement dans le champ social. Quelques repères. Première étape, émergence de la dimension naturaliste ou biocentrique de l'environnement, 1960-1975. D'origine strictement naturaliste, l'environnement est défini comme la nature, le milieu naturel. Jusqu'aux années 60, il désigne ce qui entoure une entité spatiale abiotique ou vivante. Puis le terme est défini comme la composante écologique du cadre de vie de l'homme. Progressivement, au début des années 1970, l'environnement est lié au problème de dégradation de la nature et de ses ressources en liaison avec l'explosion démographique des pays pauvres et les perturbations des flux d'énergie et du cycle de la matière, exprimées par diverses pollutions. Les associations de défense de l'environnement vont apparaître pour alerter l'opinion face à cette situation de crise dans les rapports homme-nature. Deuxième étape, apparition de la dimension juridique et technocentrique de l'environnement en 1975-1980. En 1971, à la suite de la création du ministère de l'Environnement, chargé de la protection de la nature, est rédigée une loi dite Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Ce ministère doit également assurer une politique de prévention contre les nuisances, les pollutions, en mettant en œuvre des solutions juridiques pour pallier aux atteintes des déséquilibres environnementaux. Le problème se pose vite d'un flou juridique autour de la notion d'environnement. Aucun texte ne définit l'environnement et, de fait, il existe en droit de l'environnement plusieurs sens donnés à ce mot. Loi du 10 juillet 1976, environnement égale nature, milieu naturel, faune, flore. Loi sur l'archi de 1977, environnement égale sens esthétique et architectural. Puis, au début des années 1980, l'idée puis avec au début des années 80, l'idée de cadre de vie ou de qualité de la vie fait son apparition dans l'intitulé du ministère. Et un peu bizarre cette phrase. Donc l'environnement, on a autour de l'environnement les éléments à caractère naturel à protéger, les éléments à caractère attractif et notamment au sens esthétique, les éléments fonctionnels pour l'amélioration de la vie quotidienne et les éléments à caractère gênant qu'il convient de réduire, supprimer, contrôler. Avec cette dimension technocrative émergente, l'environnement devient un élément qui pose problème. Il est une préoccupation, voire une contrainte qu'il faut résoudre et qui a un coût financier. Perçu négativement, il est souvent traité au coup par coup, sans vision globale. Troisième étape, dimension sociocentrique ou anthropocentrique de l'environnement, de 1990 à maintenant.
L'environnement devient une préoccupation sociale et culturelle majeure, renforcée par les crises et les nombreux dérèglements, climat, ozone, catastrophes naturelles. La crise économique a révélé la crise de l'environnement, cette dernière apparaissant comme la face sociale d'un ensemble de problèmes naturels. Plusieurs enjeux sont à identifier. Socio-culturel, environnement, cadre de vie pour les habitants, au travail. Économique, environnement et écologie industrielle par exemple. Politique, le Grenelle de l'environnement de 2007 par exemple. Stratégique, facteur de développement des territoires, image d'une collectivité, Agenda 21. L'environnement, c'est donc recentré autour de l'homme et de la société. L'environnement entoure le social. D'une approche naturaliste biocentrique, on est passé à une approche technocentrique puis sociocentrique. Ainsi, le champ de l'environnement recouvre aujourd'hui trois grands domaines. La protection de la nature et l'utilisation écologique des ressources naturelles, la gestion des pollutions et des risques, l'amélioration du cadre de vie. C'est ainsi que l'on est arrivé à la définition du Conseil international de la langue française où l'environnement constitue l'ensemble, à un moment donné, des agents physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et les activités humaines. Mais l'environnement est associé de plus en plus au développement. En effet, l'avenir des sociétés humaines dépendra de leur capacité à gérer les ressources naturelles, de leur capacité à adapter les usages aux ressources et pour cela à privilégier la vision à long terme, d'où la notion de développement durable consacrée par la conférence de Rio en 92 qui se trouve en préambule des lois françaises, notamment celle de 95 sur le renforcement de la protection de l'environnement et celle de 99 sur l'aménagement et le développement durable du territoire. Décrypter les différentes façons de considérer l'environnement dans la presse, à partir d'une typologie simple, environnement nature, environnement problème, environnement ressources, environnement système, environnement milieu de vie, environnement biosphère, environnement projet communautaire. L'éco-développement. Forme de développement respectueuse de l'environnement selon des critères définis par les populations locales et permettant le recours à des savoir-faire traditionnels. Trouver une alternative, notamment dans l'aide aux pays en voie de développement, aux modèles importés et inadaptés aux conditions écologiques et au contexte socio-culturel. Exemple de l'agroforesterie peut être ici évoqué comme forme originale d'association agriculture et foresterie. Le développement durable, consacré par le rapport Brundtland, le DD répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Le texte met en avant la protection de l'environnement dans un souci d'une part de veiller au principe de précaution et non plus de penser l'environnement en aval des choix, d'autre part de maintenir ou renforcer les solidarités entre générations. S'il ne condamne pas le développement économique comme dans le rapport du Club de Rome de 1972, le rapport Brundtland invite à réfléchir sur le terme durabilité. D'après l'OCDE et l'UNDP de 2002, principe juridique clé en matière de développement durable, principe de précaution, l'absence de certitude scientifique ne peut justifier de retarder la prise de mesures destinées à éviter la dégradation de l'environnement ou à réduire le risque. Sur la base de ce principe, la Convention sur les changements climatiques précise que l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas conduire à différer l'adoption de mesures pour faire face aux risques de perturbations graves, voire irréversibles. Principe pollueur-payeur. Les producteurs de pollution et de déchets doivent supporter le coût de la prévention et de la gestion des déchets. Principe de responsabilité commune mais différenciée. Corollaire du principe pollueur-payeur, ce principe reconnaît qu'il incombe aux pays responsables de la dégradation de l'environnement d'agir contre le changement climatique, de modifier leur mode de production et de limiter la consommation non viable. Principe de l'utilisateur-payeur. Les utilisateurs de biens et de services doivent inclure dans leur prix les externalités liées à l'utilisation des ressources et des biens naturels non commercialisés ainsi que des déchets. L'équité intergénérationnelle. Les générations actuelles devraient maintenir ou augmenter le capital et maintenir les possibilités de développement pour les générations futures. L'équité intragénérationnelle.
La réduction des inégalités doit être un objectif pour les générations actuelles. Ce principe peut être interprété de deux manières. Le plus souvent, on l'envisage comme impliquant la réduction, voire l'élimination de la pauvreté. Parfois, on l'envisage comme impliquant un partage égal des ressources et des biens entre individus. Et enfin, le principe du consentement préalable, libre et en connaissance de cause. Ce principe a force de loi dans le projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones et dans les conventions 107 et 169 du Bureau international du travail. Donc dans le système de développement durable, on a le local, le national, le mondial, avec des enjeux politiques, la paix, la sécurité, le dispositif institutionnel, administratif, et les dimensions culturelles, avec des objectifs sociaux, économiques, environnementaux, qui s'intègrent partiellement entre eux et complètement. Par exemple, objectifs sociaux et environnementaux partiellement, une partie partielle, une partie complète. Et pour les trois, c'est comme ça. Ils ont une partie partielle, une partie complète. Et tous les trois ensemble se complètent et se partialisent. Voilà. C'est un peu flou, mais c'est schématisé par les trois cercles du développement durable qui s'intercroisent. Donc, quelle forme de durabilité? Indicateur pour la durabilité. Les... J'ai des documents là. Les grandes orientations stratégiques, Grenelle d'environnement, stratégie nationale durable. Ouais, ça. Stratégie nationale de développement durable 2010-2013 vers une économie verte et équitable. La nouvelle stratégie nationale de développement durable pour la période 2010-2013 a été adoptée le 27 juillet 2010 par Comité interministériel pour le développement durable, CIDD, réunissant les membres du gouvernement et la déléguée interministérielle du développement durable. Fruit d'une longue concertation avec l'ensemble des ministères et des acteurs socio-économiques et élaborée dans un contexte mondial marqué par des crises économiques et financières, par des enjeux environnementaux de plus en plus prégnants et par une exigence accrue de la solidarité tant au niveau national qu'international, la SNDD pose les bases d'un mode de développement durable organisé autour d'une économie verte et équitable. Les 9 défis clés de cette nouvelle stratégie dessinent ainsi les voies. Qu'est-ce que c'est que ça? Dessine ainsi les voies. Désolé, j'ai eu un son. Dessine les voies d'une économie à la fois sobre en ressources naturelles, énergie, matières premières, eau, espace, biodiversité et décarbonée, mais intègre aussi les dimensions humaines et sociales. Et ça, c'est un extrait du site du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Donc à l'environnement du global au local, hein, à l'échelle planétaire. Dimension planétaire des enjeux environnementaux est aujourd'hui reconnue par les sommets de Rio en 1992 et Johannesburg en 2002. Derrière l'expression environnement global se retrouve la question du changement climatique et les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Le rapport 2007 du GIEC ne permet plus aucun doute sur les changements climatiques, confirmant ainsi l'accélération du réchauffement climatique observé depuis 1850. Les menaces sur la biodiversité sont elles aussi confirmées par une multiplicité de travaux scientifiques et donnent lieu à des plans sauvegarde gérés par les États et aussi les ONG, WWF, Greenpeace, etc. Aujourd'hui, la gestion de la biodiversité comprend tout autant des actions de protection et de restauration des habitats de nombreuses espèces animales et végétales que le maintien de l'agrodiversité, préservation de variétés anciennes d'espèces cultivées, de races rustiques, d'élevage, etc. Les échelles intermédiaires. Les atteintes environnementales peuvent déséquilibrer des États, des sociétés dans leur mode de vie et d'exploitation des ressources, spécifiquement à certains endroits du globe. La gestion de la ressource en eau est un bon exemple de l'enjeu environnemental à des échelles intermédiaires. Autres exemples liés à de grandes catastrophes technologiques, Tchernobyl, naufrage de l'Exxon Valdez au large de l'Alaska, le Prestige sur les côtes de Galice, etc. L'échelle locale.
Sensibilité grandissante des habitants quant à l'environnement, conscience des dérèglements planétaires via les médias, mais également engagement en faveur d'une meilleure prise en compte de l'environnement local, celui qui environne l'habitant. On peut citer la défense de la qualité de l'eau du robinet, la teneur en nitrate, l'opposition à des projets d'implantation de stockage de déchets, d'aéroports. D'une manière générale, la structuration de collectifs d'opposition au motif d'une dégradation de l'environnement est très présente dans la société actuelle. Les associations deviennent des contre-pouvoirs avec lesquels les politiques, les élus, les techniciens doivent compter. L'échelle locale déclenche quelques comportements spécifiques, le syndrome NIMBY, Not in my backyard, pas chez moi. Le principe d'ingérence écologique, donner le pouvoir à une communauté à l'échelon national ou international d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre pays pour un intérêt environnemental global, comme par exemple pour le sort de la forêt amazonienne, par exemple.